Mesdames et messieurs, bonjour. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le Premier ministre affirme que le système d'assurance maladie globale reflète la vision de l'État de bâtir un système de santé solide et complet. Début des activités de l'exercice naval égypto-français Cléopâtre 2025 qui se déroule dans les eaux territoriales françaises avec la participation d'unités de marine égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'entretient avec ses homologues de Belgique, de Lettonie et de Luxembourg. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le système d'assurance maladie globale reflète la vision de l'État égyptien de bâtir un système de santé solide et complet. Lors de sa réunion avec le directeur de l'Autorité générale de la santé, Madbouli a indiqué que ce système d'assurance repose sur un pilier fondamental, le fait de garantir des services de santé intégrés et de haute qualité à chaque citoyen partout dans la République. La réunion a porté sur les préparatifs du lancement de la deuxième étape du système d'assurance maladie. Le Premier ministre a affirmé que la santé du citoyen est une priorité absolue pour le gouvernement, soulignant la nécessité de traiter les citoyens avec respect et de faciliter leur accès aux soins, en particulier les personnes les plus vulnérables. Début des activités de l'exercice naval égypto-français Cléopâtre 2025. L'exercice qui se poursuivra pendant quelques jours se déroule dans les eaux territoriales françaises avec la participation d'unités des marines égyptiennes et françaises. Au cours de l'exercice, il y aura de nombreux séminaires théoriques et pratiques ayant pour objectif d'harmoniser les concepts opérationnels entre tous les participants. Les deux marines doivent réaliser les exercices d'abordage, de fouille et de saisie de navires non coopératifs ayant pour but de promouvoir les compétences des forces navales pour faire face aux menaces maritimes traditionnelles. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan des exercices militaires conjoints des forces armées avec les forces des pays frères et amis afin de renforcer la coopération dans les divers domaines militaires. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est réuni avec le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Au cours de la réunion, Abdelghati a souligné la profondeur des relations belgiques. Les deux chefs de diplomatie ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de l'investissement et de l'enseignement. La coopération entre les deux pays dans le dossier de la migration et celui de la récupération des antiquités égyptiennes a également fait sujet d'examen. Les deux ministres ont aussi abordé les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, en particulier dans la bande de Gaza. Ils se sont accordés sur la nécessité de conjuguer les efforts internationaux pour consolider le cessez-le-feu et faire entrer l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'est également entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Luxembourg, Xavier Bettel, et avec la ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Baiba Brez. Au cours de l'entretien, Abdelghati a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique et global avec l'Union européenne, en particulier à la suite du sommet égypto-européen tenu à Bruxelles en octobre. Abdelghati a d'autre part dit aspirer à renforcer les relations avec le Luxembourg et la Lettonie, à promouvoir la coopération dans les divers domaines, en particulier l'économie, le commerce et l'investissement. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a examiné avec son homologue britannique Yvette Cooper les développements des situations à Gaza et au Soudan. Lors d'un appel téléphonique, Abdelghati a affirmé l'importance de garantir la durabilité du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, insistant sur la nécessité de mettre en application les modalités de la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump. Il a également souligné l'importance de déployer une force de stabilité internationale dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie a assuré le rejet de l'Égypte de toute mesure concernant la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza ou annuler la solution des deux États. Le ministre des Affaires étrangères a d'autre part abordé les développements de la situation au Soudan, affirmant la position ferme de l'Égypte à soutenir l'unité et la stabilité du Soudan ainsi que ses institutions nationales.
Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a affirmé l'attachement à soutenir la coopération économique avec le Mali, surtout dans les domaines de l'investissement et du commerce, indiquant l'intérêt des entreprises égyptiennes de grandes expériences dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie dans les projets de développement à Mali. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, Abdelghati a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme à Mali. Les deux ministres ont également souligné leur engagement de coordonner pour soutenir la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la région de Sahel et dans l'ouest de l'Afrique. Passons aux territoires occupés où les camions du 93e convoi d'aide humanitaire Zaid el-Izza de l'Égypte à Gaza sont entrés dans la bande de Gaza à travers le sous-portail du terminal terrestre de Rafah afin de soulager la souffrance des Palestiniens dans le territoire sinistré. Ce convoi a transporté des produits alimentaires, des carburants, des fournitures médicales et des médicaments. Le convoi a transporté également les équipements essentiels pour l'hiver afin de secourir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Sur le terrain, 30 Palestiniens ont été tués et blessés lorsque des drones israéliens ont bombardé un véhicule à l'ouest de la ville de Gaza. Selon des sources médicales, l'attentat à la bombe contre le véhicule a fait 5 morts et 25 blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Dans le même contexte, l'armée de l'air de l'occupation poursuit ses raids sur le quartier d'El-Toufah à l'est de Gaza et au nord de la ville palestinienne de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tandis que la démolition de maisons palestiniennes à l'est de Khan Younis se poursuivait. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé qu'elle allait temporairement suspendre une frappe prévue samedi qui devait viser, selon elle, des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis novembre 2024, après plus d'un an d'hostilité entre Israël et le mouvement libanais en marge de la guerre à Gaza. Malgré cette trêve, Israël a mené de nombreuses frappes au Liban, affirmant viser des membres et des infrastructures du mouvement libanais pour l'empêcher de se réarmer. Plus tôt samedi, l'armée israélienne avait diffusé un avertissement annonçant une frappe imminente et appelant les habitants de la région de Yano, dans le sud du Liban, à évacuer immédiatement. Et en Syrie, un responsable de sécurité a annoncé que l'homme qui a tué 3 Américains en Syrie était un membre des forces de la sécurité générale relevant du ministère de l'Intérieur depuis plus de 10 mois et qu'il était posté dans plusieurs villes avant d'être transféré à Palmyre. Selon le responsable syrien, 11 membres des forces de la sécurité générale ont été arrêtés et déférés pour interrogatoire après l'attaque. Washington a affirmé que les Américains avaient été tués à la suite d'une embuscade par un tireur isolé du groupe terroriste de Daesh. 3 autres soldats américains ont été blessés dans cet attentat, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington ripostera. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné l'attaque de drone qui a tué 6 casques bleus bangladais et qui a lieu à Kadugli, capitale d'un des 3 États de Kordofan, région devenue récemment l'épicentre des combats. Antonio Guterres a dénoncé une horrible attaque, réitérant dans un communiqué ses appels aux belligérants à mettre immédiatement un terme aux hostilités. La vaste région du Kordofan fait la jonction entre les zones tenues par l'armée dans le nord, l'est et le centre et le Darfour dans l'ouest, passé entièrement sous le contrôle des FSR fin octobre. En Australie, 11 morts à la suite d'une fusillade aujourd'hui sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des 2 tireurs figure parmi les morts et l'attaque a en outre fait 60 blessés. Selon un porte-parole du service d'ambulance de Nouvelle-Galles du Sud, plusieurs personnes ont été soignées sur place et à ce stade, 8 personnes
L'émissaire américain Steve Witkoff arrive à Berlin ce week-end pour rencontrer Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens au moment où les États-Unis poussent l'Ukraine à des concessions majeures pour mettre fin au conflit avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi soir dans son allocution quotidienne qu'il aura des réunions avec des représentants du président Trump et avec ses partenaires européens, ainsi que de nombreux dirigeants sur la création de bases de la paix, d'un accord politique pour mettre fin à la guerre. Un haut responsable de la Maison-Blanche avait confirmé la venue en Allemagne de l'émissaire américain Steve Witkoff. Ce dernier avait été reçu à Moscou début décembre. Alors que les hostilités se poursuivent, ajoutant de nouvelles victimes aux centaines de milliers de morts et de blessés qu'a fait la guerre, Donald Trump a clairement affiché son impatience concernant l'avancée des discussions autour de son plan visant à régler le conflit déclenché par la guerre russe à grande échelle de février 2022. La Russie a affirmé avoir frappé dans la nuit de vendredi à samedi des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes avec des missiles hypersoniques présentés comme des représailles à des frappes ukrainiennes contre des cibles civiles en Russie. Côté ukrainien, le président Zelensky a fait état samedi de plus d'une douzaine d'installations civiles en Ukraine endommagées par des frappes russes, privant d'électricité des milliers de personnes dans cette région. D'autre part, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir frappé samedi avec un drone un cargo turc en mer Noire avec 11 citoyens turcs à bord au lendemain d'une frappe aérienne russe ayant endommagé, selon Kiev, un autre navire de transport turc près du port d'Odessa. La marine ukrainienne a par ailleurs accusé Moscou de violer cyniquement le droit maritime international. La Thaïlande et le Cambodge continuent à se battre aujourd'hui à leurs frontières, le conflit entrant dans sa deuxième semaine après le démenti par Bangkok qu'un cessez-le-feu ait été conclu, comme l'affirmait Donald Trump. Les hostilités qui ont éclaté le 7 décembre ont fait au moins 25 morts, 14 soldats thaïlandais et 11 civils cambodgiens, selon des sources officielles, et quelques 800 000 déplacés de part et d'autre de la frontière. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités et de s'en prendre aux civils. Selon le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Surasant Kongsiri, le Cambodge a bombardé plusieurs provinces frontalières samedi soir et dimanche. Son homologue cambodgienne, Mali Sokchiata, a pour sa part affirmé que les forces thaïlandaises continuaient à bombarder et à tirer au mortier dans les zones près de la frontière depuis dimanche minuit. Des tirs sur le campus de l'université Brown, l'une des plus prestigieuses aux États-Unis, ont fait 2 morts et 9 blessés hier, tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales. L'auteur des coups de feu n'avait pas encore été appréhendé et plus de 400 membres des forces de l'ordre avaient été déployés. Aucune arme n'a été pour l'instant retrouvée par les autorités. Donald Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social avoir été informé de la situation et que la police fédérale, le FBI, était sur place. Après avoir affirmé dans un premier temps que le suspect avait été arrêté, le président américain a publié un second message dans lequel il a déclaré que la police locale était revenue sur cette annonce. Passons au sport. Le public d'Anfield a eu double ration de plaisir hier. Liverpool a renoué avec la victoire. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.